Tokyo Magnitude 8 est une série d'animation japonaise en 11 épisodes réalisée par Tachibana Masaki et produite par les studios Bones. Mirai, 12 ans, est en petite crise d'adolescence. Alors qu'elle est forcée d'accompagner son petit frère Yuuki, 7 ans, à une exposition sur la robotique, Tokyo est défiguré par un puissant séisme d'une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter. Les deux enfants, accompagnés par Marie, une jeune femme qu'ils venaient de rencontrer, se mettent en route pour rentrer chez eux en traversant une métropole en crise. Christian Navarre est psychiatre, chef de service au centre hospitalier du Rouvray près de Rouen et référent de la cellule d'urgence médico-psychologique de Haute-Normandie. Il est en outre auteur du livre Psy des catastrophes qui revient sur ses expériences de soutien psychologique de populations impactées par un drame collectif. Nous l'avons confronté à Tokyo Magnitude 8. En général, les films catastrophes sont assez bien en lien avec la réalité qu'on peut rencontrer, dans la mesure où, même historiquement, ils ont été les premiers à éduquer les populations sur comment se déroule un événement de ce type. Et bien évidemment, on voit se dérouler la chaîne des secours, qui est à peu près comme elle se passe dans la réalité. Après, il s'agit évidemment d'une question de moyens, mais je ne me souviens pas de film catastrophe qui ne relie pas les choses au niveau de à la fois l'expression des populations, les cris, les hurlements, le fait que la débandade s'installe, la violence, le pillage, et c'est assez finalement stéréotypé. Et ça a été finalement cette fascination pour les films catastrophes qui montre que les gens sont à la fois attirés, inquiétés, mais qu'en même temps, ils ont tous le questionnement intime de c'est quoi la mort, c'est quoi notre propre mort, et la catastrophe nous montre que la mort peut arriver à tout instant, ce qui est quand même quelque chose qui est assez peu travaillé dans la société, en particulier occidentale. En réalité, l'histoire est à peu près toujours la même. Dans un film catastrophe, il y a d'abord la phase de préalerte, où on a affaire à une famille qui vit normalement avec ses soucis, avec les soucis que nous avons tous, les courses, les enfants à porter à l'école, le jardin à s'occuper. Et puis, tout d'un coup, un événement va survenir, que ce soit une météorite, l'arrivée des Martiens ou éventuellement un tremblement de terre. Et là, cette famille va se trouver projetée dans un univers qui n'était pas le sien, un univers de violence, un univers de peur, un univers de destruction. Très vite, un voisin va mourir. Et d'une certaine façon, ces stéréotypes sont la réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait inverser les choses. Rien n'est plus caricatural que la réalité. Car la réaction d'un individu face à la mort ou à sa propre destruction est exactement ce qu'on décrit sous le terme de stress aigu, c'est-à-dire le combat, la fuite ou la paralysie. Ces trois items se retrouvent de façon à peu près identique dans tous les cas. Donc, en fonction de la personnalité ou de la situation, ça va être donc la défense, l'attaque, je bouge, je m'enfuis ou je me bats, c'est-à-dire j'essaie de sauver des gens, j'essaie de récupérer mes objets dans ma maison. Ça va être je reste tétanisé et je me retrouve écrasé par un immeuble qui me tombe dessus parce que je n'ai pas pu fuir tellement j'étais terrorisé. Ou alors, je m'enfuis de façon inappropriée, je me mets en danger et je me suicide parce que je vais éventuellement, sans le vouloir forcément, procéder à ma propre exécution, car la situation est trop horrible et je ne la supporte pas. Donc dans la série que j'ai pu visionner, j'ai trouvé que tout était intéressant, car j'ai noté que tout ce qui avait à voir avec les expressions faciales, les mimiques, les cris, les réactions entre proches de la même famille, les actes de la vie quotidienne, le détail de la façon dont les gens mangent, réagissent à l'événement, cherchent à fuir, correspond à ce que j'ai pu vivre dans la réalité. Dans Tokyo Magnitude 8, on voit très nettement qu'il y a une sorte de sérénité
dans l'appréhension de la catastrophe qu'on ne retrouverait peut-être pas dans un pays occidental. Il y a assez peu de scènes de panique, il y a une sorte de capacité d'entraide et de discussion sur l'événement qui montre que cette population a été entraînée. On le voit au niveau des services de secours, on le voit au niveau des îlotages, où il y a un responsable qui va cadrer sur le plan psychosocial les groupes de familles et les groupes de personnes, les orienter, trouver des vivres. Donc cette organisation préexiste, ce qui est extrêmement rassurant pour les populations. On sent qu'il n'y a pas, on va dire, d'improvisation. Et ça, c'est une différence comportementale, donc sur le plan culturel. Et puis au cours de l'événement, on voit que l'appréhension, là encore, de la mort se fait de façon un peu plus détachée que ce qu'on pourrait voir dans les paniques collectives qu'on décrit dans certains films plus hollywoodiens, avec même après, là je vais un peu vite vers la fin, mais effectivement une gestion des deuils, de la reconstruction qui est pleine d'espérance de façon très précoce, avec une remise en selle des personnages qui reprennent la routine de leur vie d'avant, en intégrant ce qui a eu lieu, mais qu'on pourrait retrouver dans le réel, avec ce qui s'est passé pour Fukushima, où finalement, alors que l'Occident considérait que tout était perdu pour très longtemps, le Japon se reconstruit extrêmement vite, alors qu'on était dans quelque chose qui paraissait presque définitif. Donc c'est vrai que dans cette fiction, on ressent cette capacité peut-être un peu plus culturelle de gérer ces événements traumatiques qui, bien évidemment, concernant le Japon, remontent au tremblement de terre de Tokyo en 1923, passant par les bombes atomiques, qui effectivement, même si c'était une situation de guerre, ont entraîné des destructions massives, et des tremblements de terre quasiment, et avec des tsunamis tous les 10 ans. Donc il va y avoir une habituation historique, il va y avoir des populations qui sont formées au risque, il va y avoir aussi, sur le plan philosophique, une appréhension de la mort, souvent sur un mode bouddhiste, zen, beaucoup plus proche que dans l'Occident actuel. C'est-à-dire qu'effectivement, la mort fait partie de la vie. Être mort, ça veut dire éventuellement se réincarner. Être mort, c'est peut-être même être plus heureux que quand on était vivant. Et d'une certaine façon, le culte des morts, le culte des anciens, en particulier au Japon, est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Ces caractéristiques, en Occident, ont évolué. C'était probablement vrai il y a 100 ans. La question se pose même de la fragilité des populations occidentales sur le plan psychologique, car il y a moins de dieux présents, il y a moins donc de responsables qui ont à voir avec la prise en charge de l'au-delà. Ces caractéristiques entraînent donc des deuils différents, avec quelque chose peut-être qui est bien sûr une souffrance de la perte, mais une conviction de la transcendance, peut-être un peu plus en Orient qu'actuellement en Occident. Cet extrait montre quand même quelque chose d'assez particulier et très intéressant qu'on retrouve à peu près dans tous les films catastrophes, c'est la situation d'avant. C'est-à-dire qu'on est face à un quotidien de routine, d'une société industrialisée complètement sûre d'elle-même, avec des verrouillages symboliques, des ponts, des gratte-ciel, du béton, des angles droits, tout est vraiment humanisé sur le mode le plus rationnel possible. Et puis on a bien évidemment l'héroïne qui est une adolescente dont on pourrait dire qu'elle est absolument normale, c'est-à-dire qui se pose des questions existentielles, puisque l'adolescence est une période de changement, probablement l'une des dernières avant l'âge adulte, où tout peut être remis en cause. Et donc tout ça est anxiogène et tout ça entraîne des bouleversements psychologiques qui vont le rendre un peu caractériel sans qu'en cela on soit face à quelque chose de grave. Et cet extrait montre que cette adolescente va avoir une sorte de moment de questionnement qui va rentrer en résonance avec l'événement lui-même, c'est-à-dire elle appelle finalement quelque chose qui va changer son ennui et changer ces moments justement de questionnement. Et de façon assez magique, cet événement va survenir. D'où la responsabilité et le moment de surprise qui peut même vouloir être « je suis à l'origine » et d'où une immense culpabilité. Tout ceci, je l'ai déclenché.
Et donc ce moment est fondateur, à la fois pour elle, puisque c'est le début du bouleversement symbolique de sa propre personne, mais aussi fondateur pour cette société extrêmement sûre d'elle, extrêmement solide, extrêmement verrouillée, qui tout d'un coup va glisser vers l'inconnu et peut-être le chaos. Donc on peut quand même noter qu'aux différents âges de la vie, l'appréhension de la mort et de l'événement brutal est différent, et que l'enfant, à la limite, ne va pas tout comprendre, l'adolescente va hyper ressentir, l'adulte va être, avec son esprit logique et son sens des responsabilités, théoriquement plus dans le raisonnement que dans l'émotion, et la personne âgée, quelque part, dans le détachement, va vivre les choses avec un peu de recul, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas souffrir. Donc une adolescente, par définition, c'est quelqu'un qui est hypersensible à l'environnement. Donc globalement, si elle avait été dans une phase un peu plus tardive ou un peu plus précoce, sa réaction aurait été un peu différente, mais son vécu de l'événement, probablement relativement le même, puisque là, on retombe à ce moment-là dans le groupal, et on décrit ce qu'on appelle l'âme collective de la foule. Et je le décris dans mon livre Psy des catastrophes, où en fait on note bien que lorsqu'un groupe se met à paniquer, même la personne la plus calme et la plus sereine va, par contagion, en tache d'huile, c'est décrit comme ça, se mettre à paniquer aussi. Ce qui fait qu'on a des chances de voir arriver à un certain stade d'angoisse une perte de contrôle de soi-même, et ceci quel que soit l'âge. ちいちゃん、こうちゃんって呼んでたね。多分お孫さんと勘違いされているんだと思います。古市さん、昨日の地震でお孫さんを亡くされているんです。たまたま地方からお孫さんたちが遊びに来ていたそうで。ちいちゃん、こうちゃん。Dans les psychotraumatismes, on décrit ce qu'on appelle des réactions psychotiques écloses, c'est-à-dire des moments confusionnels où les gens perdent leurs repères de temps, d'espace, ont une perplexité anxieuse et aussi peuvent avoir ce qu'on appelle des hallucinoses, c'est-à-dire des hallucinations non pathologiques mais qui sont faites à partir du réel. C'est-à-dire qu'un objet donné va avoir avec une illusion qui va correspondre à ce qu'inconsciemment la personne souhaite voir. Et donc c'est assez connu effectivement dans ce type de choc psychologique où il peut y avoir de fausses reconnaissances, même de lieux, où les gens peuvent avoir des impressions de ce qu'on appelle de déjà-vu. Et ce sont des choses qu'on décrit dans ces réactions confusionnelles liées à l'effraction, qu'on appelle en psychiatrie la dissociation péritraumatique, où les gens sont dans une sorte d'univers parallèle, cotonneux, perdu, où effectivement l'altération de la réalité peut leur donner l'impression qu'ils ont la maîtrise de l'événement, alors que vu de l'extérieur, on voit qu'ils sont à côté de la réalité, que leurs décisions sont de l'ordre de l'erreur. Sortir d'une réaction pathologique de type confusion après un événement de ce type nécessite du temps mais aussi une réassurance après l'événement par d'autres personnes. Bien souvent aussi, il ne faut pas oublier que dans ces situations, les gens sont déshydratés, en hypoglycémie, en hypothermie. Donc ces manifestations physiques peuvent entraîner aussi des troubles de la pensée, des troubles du cours du raisonnement, mais aussi des hallucinations sensorielles. Donc il ne faut jamais oublier que dans ce type de moment, on doit éventuellement réhydrater, donner du sucre, réchauffer. Et donc ça fait partie de la réintégration finalement dans un fonctionnement psychique normal. Et là encore, parler, rassurer, échanger et bien évidemment, si nécessaire, donner des médicaments, en particulier des anxiolytiques ou des neuroleptiques, mais ça nécessite effectivement une prise en charge plus spécialisée de l'ordre de la psychiatrie, sans que la personne en question soit folle, bien évidemment.
私が読んでしまったばっかりにかわいそうなことをしました。お嬢ちゃんたちよりは少し大きな子たちだったんですが、家内にしてみればいつまでも小さな子供だったのでしょう。お嬢さんたちが無事でよかった。死ぬべきは私でした。生きてほしいお若い方々に。Alors, dans cet extrait, on voit un homme qui paraît calme et posé. En réalité, on peut se poser la question, là encore, d'une anesthésie affective qu'on retrouve dans les états de choc de ce type, avec justement une abrasion des sentiments et des émotions pour pouvoir tenir. Alors ça, c'est l'effondrement narcissique, c'est l'effondrement psychologique. Et donc, le mode de défense inconscient et de notre cerveau aussi, c'est finalement de couper toute émotion, de faire finalement un court-circuit pour permettre de continuer à vivre et de continuer à avancer. Et c'est la question que moi je me pose devant cet homme qui parle assez froidement de ce qui s'est passé pour ses propres enfants, alors même qu'il devrait aussi pleurer et malgré toutes ses forces pour tenir, s'écrouler. Donc c'est aussi la culpabilité du survivant, mais au-delà même du survivant, la culpabilité du père de famille qui a fait une erreur et qui effectivement quelque part est responsable. Là ce n'est pas du tout, on va dire, irrationnel, responsable de la mort de proches. Donc on sait que le survivant a plusieurs types de culpabilité, la culpabilité d'être vivant, la culpabilité par rapport aux autres d'avoir abandonné ceux qui sont morts, et la culpabilité ensuite, plus tard, d'avoir à faire face à des reproches. Et là, on voit bien qu'il est tout à fait conscient de ce qui s'est passé, il va le porter comme un fardeau toute sa vie. Il y a des blessures dont on ne guérit jamais, il faut le savoir. Et quand les gens, même physiquement, n'ont aucun symptôme, on a tendance à dire « eh bien, finalement, ne te plains pas, tu es en bonne santé ». Non, il y a ce qu'on appelle, je dirais, des morts vivants. Les morts vivants, ce n'est pas que dans les films de science-fiction, c'est aussi des gens qui, psychiquement, sont morts parce qu'ils ont perdu des proches, parce que parfois ils en sont responsables. Donc c'est une anesthésie qu'on rencontre souvent dans les deuils traumatiques. C'est-à-dire, un deuil traumatique, c'est un deuil brutal, imprévisible, qui, en fait, tue quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir. Contrairement à un deuil suite à une longue maladie, où la métabolisation de la mort se fait peu à peu chez les proches, même avec énormément de souffrance, même chez des sujets jeunes. Là, la mort traumatique, le deuil traumatique, c'est une effraction, là encore, qui nous renvoie à notre fragilité et quelque part à l'absurdité de l'existence, puisqu'il est bien dit qu'il y a un bouleversement des codes, puisque normalement, les vieux meurent avant les jeunes. Mais la catastrophe, c'est aussi ça. Si on reprend l'étymologie grecque, c'est quand même une cassure. Et cette cassure bouleverse quelque chose qui devrait être inscrit selon une certaine logique. Eh bien là, c'est le chaos, c'est la venue du néant. Le sens n'a plus lieu d'être. On est dans le non-sens. Et c'est ce qu'il dit très bien en exprimant que, eh bien là, c'est l'inverse de ce qui aurait dû se passer. Les jeunes sont morts avant les vieux. Yuki. お姉ちゃん、僕、ユキ。僕、死んじゃったんだ。 Donc dans la partie de la série où il y a une prise de conscience finalement que le compagnon n'est qu'une illusion, on peut s'interroger sur finalement une manifestation psychopathologique, c'est-à-dire ce qu'on appellerait une illusion, une hallucinose, c'est-à-dire une manifestation neurobiologique qui donc avec nos hormones, nos neurohormones produit une image qui permet à l'individu de se soigner, soit culturellement il est admis dans certaines sociétés que les morts reviennent après leur décès, que ce soit quelque chose de réel ou pas, pour signifier aux vivants qu'ils sont près d'eux, qu'ils les protègent, et que, conscients de leur douleur, ils vont les accompagner quelques semaines ou quelques jours. Et on voit effectivement beaucoup de personnes qui ont perdu des proches qui se raccrochent à ces hypothèses, qui sont là extrêmement liées au culte des anciens, au culte des morts, qu'on n'a plus vraiment dans nos sociétés occidentales où on ne fait plus les veillées, où on n'est plus forcément intégré dans la visite au cimetière rituelle qui avait lieu
le dimanche il y a encore quelques décennies. Donc on voit bien que tout ça a à voir avec une gestion de la mort qui paraît donc plus familière, plus thérapeutique, et qui peut-être protège aussi des angoisses existentielles, de séparation, de perte et de mort, puisque le revenant, l'ancien, le décédé, fait encore partie du monde des vivants. Et ça, c'est quand même effectivement très lié à certaines sociétés. Et c'est là où nous avons nos limites en termes de médecine scientifique, car effectivement, même aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle les near-death experiences, c'est-à-dire des gens qui ont, soit lors d'opérations, soit lors de coma, vécu des moments d'après la fin de vie. Et c'est encore aujourd'hui, en termes de recherche, extrêmement discuté, probablement regardé par certains avec un certain sourire. Mais il y a quand même des médecins, des gens sérieux qui travaillent sur cette notion de qu'est-ce que l'esprit après la mort. Donc on est là dans quelque chose dont on pourrait dire que la médecine n'explique pas forcément tout, et qu'à part la manifestation, on va dire, psychopathologique liée au choc et liée éventuellement à la douleur qui peut créer ce type de personnages, qui sont réassurants, qui permettent d'avancer sur le chemin de la guérison, et bien aussi dans ces cultures, nous avons affaire à quelque chose d'un peu mystérieux, qui est effectivement des gens qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas complètement disparus. Alors, si on va dans le détail, je dirais que la phase post-catastrophe est peut-être un peu moins traitée dans ses particularités que la phase de pré-catastrophe et la phase pendant la catastrophe. En effet, l'histoire et le but d'ailleurs de l'affectif de cette série, c'est après la catastrophe qu'on se retourne vers l'espérance, les couleurs de la vie qui reviennent. Et là, on ne voit pas beaucoup, en tout cas, toutes ces victimes qui seront traumatisées à vie, qui vont traîner pendant des décennies la perte de leurs proches, la perte de leur maison, des camps de regroupement qui vont durer pendant des mois, si ce n'est des années, ce qu'on peut d'ailleurs comparer à la situation de Fukushima, où d'ailleurs certaines images ressemblaient fort à ce qu'on voit dans cette série après coup, avec ces gymnases, avec chaque famille ayant ses cartons pour s'organiser. La réalité, c'est que nous savons qu'après ces événements, malgré la culture qui permet de relativiser l'existence, son côté éphémère et son côté finalement relativement anecdotique par rapport à l'histoire de l'univers, eh bien nous savons que nous avons des patients qui vont être suivis pendant des années, des familles qui vont être détruites, des gens qui ne s'en remettront jamais. Et peut-être que cette partie, on va dire, post-catastrophe, post-événementielle, était un peu moins détaillée et un peu moins traitée que l'avant et le pendant.